On sait que avant 3 ans, pas d'écran. Et c'est simple. Mais il faut quand même le rappeler aux parents et les soutenir quand effectivement il y a une attractivité comme ça des écrans. Bonjour Thierry Delcourt. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre et vous êtes l'auteur de plusieurs livres aux éditions Max Milo. Le premier est intitulé « Je suis ado et j'appelle mon psy » en 2016, « La folie de l'artiste » en 2018, « La fabrique des enfants anormaux » en 2021, et enfin le tout dernier, « Je ne veux plus aller à l'école » qui sortira le 14 février. Thierry Delcourt, 800 000 élèves sont actuellement déscolarisés. Pourquoi et comment expliquez-vous cela ? Alors on parle beaucoup d'épidémie. Je pense qu'on pourrait presque parler d'une épidémie à ce niveau-là, au sens où il y a une croissance importante, de l'ordre de 10% sur 21-22, 2021-2022, d'augmentation du nombre de décrochages scolaires, tous confondus, c'est-à-dire les angoisses et phobies scolaires, les refus et les décrochages des adolescents un peu plus âgés. Donc c'est un vrai problème de société, et c'est un vrai problème qui réinterroge l'école dans son fonctionnement, qui réinterroge les parents sur la relation et sur l'éducation qu'ils ont par rapport à leur enfant, et qui réinterroge justement les enfants sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel est leur projet de vie. Parce qu'on ne peut pas simplement penser l'immédiat, il faut aussi penser à un projet de vie. Donc ce décrochage scolaire, quel que soit tout motif confondu, c'est vraiment un problème grave et un problème de société grave qu'on retrouvera à un moment donné dans la société et dans le travail. Vous vous élevez, je cite, contre le fonctionnement standardisé de l'école, la rigidité dans l'application des programmes, l'obsession à tout évaluer, la course à la performance. L'école, c'est bien l'adversité. N'est-ce pas la vraie vie finalement ? Alors oui, la vraie vie, c'est l'expérience, l'adversité, la confrontation à la vie. Mais ce qui est particulier, c'est quand une société évolue vers plutôt le retrait de l'effort, la facilité, notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout ce qui concerne les écrans, une immédiateté comme ça, et que l'école continue à rester assez élitiste, avec des exigences, un programme, mais ça on ne peut pas lui reprocher, ça fait partie de l'enseignement. Mais par contre, une augmentation très importante à la fois de l'obsession de l'évaluation, de l'obsession de la performance, et en même temps avec rapidement une possibilité pour les enfants d'être éliminés du circuit. Vous connaissez Parcoursup, vous connaissez les enjeux maintenant des contrôles continus, etc. Donc il y a une pression qui est assez forte sur les élèves. Et en même temps, c'est ça qui est très contradictoire, c'est qu'en même temps, il y a un relâchement par rapport au fonctionnement. Puisque un enfant, par exemple, maintenant, s'il n'a pas réussi son année, il va quand même passer dans l'année du dessus. Donc il y a un paradoxe. Et donc il passe dans l'année du dessus, mais comme il est plus au point, il va décrocher de plus en plus, jusqu'à un moment donné se sentir en grande difficulté. Autrement dit, l'école y est pour quelque chose. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge dessus, mais il s'agit de voir finalement le fossé qu'il y a entre l'évolution de l'école dans sa course à la performance et à l'évaluation, et puis l'évolution de notre société, avec des enfants qui sont plutôt en retrait par rapport à l'effort et aux apprentissages, et qui se confrontent finalement à un décrochage dans la vie, scolaire, et puis progressivement, ils fuient l'école parce que ça devient quelque chose de trop difficile pour eux, finalement. Et justement, dans la plupart des cas que vous citez dans « Je ne veux plus aller à l'école », tous ces enfants manquent d'un cadre parental stable. Souvent, le père est absent, beaucoup de difficultés sont rencontrées avec les parents, c'est encore aussi un placement dans une famille d'accueil. Le décrochage scolaire, est-ce vraiment aussi la faute des parents ? Alors, il y a peut-être un biais, le fait que je sois pédopsychiatre, il y a un biais, forcément, je reçois des enfants qui non seulement décrochent au plan scolaire, mais qui vivent aussi des situations un peu difficiles. Il ne faudrait pas croire que ce sont uniquement des enfants qui vivent une situation complexe ou traumatique dans leur milieu familial qui sont les seuls à décrocher. Il peut y avoir aussi d'autres enfants. Mais c'est vrai que dès l'instant où on est fragilisé, pour X raisons, quand on va être confronté à une exigence scolaire, quand on va être confronté à l'échec, par exemple. C'est pas pareil. Si on est déjà en souffrance et qu'on vit un échec sur le plan scolaire, on va le vivre d'autant plus mal. Donc on ne se relève pas forcément de ça. Et la réponse, ça va être de fuir.
Et comme en général dans ces familles qui sont disloquées, on va le dire rapidement comme ça, eh bien, il y a la possibilité de fuir, de s'isoler et de finalement de ne pas suivre le cursus scolaire parce que les parents ne sont pas toujours derrière pour les aider à suivre ce parcours scolaire. Donc c'est tout un enchaînement qui fait qu'à un moment donné, le décrochage se fait parfois sans que personne ne s'en rende compte au départ. C'est une accumulation de frustration, mais aussi de petites souffrances, de petits échecs qui sont vécus comme de gros échecs et qui vont amener à ce décrochage. Et selon vous, faut-il éduquer les parents ? Alors oui, il faudrait, à ce moment, on pourrait poser la question, faut-il éduquer la société? Parce que là aussi, tout comme je le disais par rapport à l'école, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur l'école, il ne s'agit pas de désigner un coupable de ce décrochage scolaire, c'est tout un ensemble. Et éduquer les parents, il faut aider les parents, les aider et les soutenir, notamment quand ils sont complètement désarçonnés par rapport à la question des écrans, par exemple, et qu'ils sont débordés par eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils sont en télétravail ou ils sont aussi des consommateurs d'écran de plus en plus importants, mais aussi parce que leurs enfants sont assez malins pour finalement mettre ça en place et les déborder à ce niveau-là. Donc les aider et les soutenir pour poser des règles alors que de l'autre côté, finalement, sur le plan médiatique, on va plutôt pousser à la consommation d'écran, mais de tout le reste. Donc ils sont dans une situation délicate. Et si on a quelque chose à faire, c'est effectivement de les soutenir dans leur position parentale et peut-être même dans leur autorité parentale. Ce qu'on a tendance, l'autorité maintenant est un gros mot, alors qu'en fait, l'autorité, ça fait partie de la vie. Comme vous disiez, l'adversité, elle se fonde aussi à partir de la confrontation, aussi à une autorité, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on se construit et qu'on prend consistance et qu'on affronte les choses. Et justement, comment conseiller les parents face à un problème d'écran ? Comment les conseiller ? On pose des règles. On pose des règles en présence de l'enfant, de l'adolescent. Maintenant, il y a quand même des règles qui sont bien dites et qui ont été, sur le plan scientifique, évaluées, notamment dans le développement psychomoteur des enfants. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant 3 ans, pas d'écran. C'est simple. Mais il faut quand même le rappeler aux parents et les soutenir quand, effectivement, il y a une attractivité comme ça des écrans. On sait aussi qu'après, pendant toute l'école primaire, de consommer de l'écran, quel qu'il soit, pendant une demi-heure, 1 heure par jour, c'est bien. Et puis, il faut les rassurer là-dessus. Alors, leur réponse, c'est effectivement de dire « mais les autres, ils regardent des choses, et voilà, sans même respecter les âges et quoi que ce soit. Mais il faut les soutenir. C'est pas parce que les autres font ça que finalement, on doit laisser faire ses enfants. » Vous citiez tout à l'heure la compétition, la performance. Est-ce que c'est dû aussi aux parents ? Alors, oui, c'est dû aux parents parce que les parents savent que de faire sa place dans la vie, sur le plan professionnel, sur le plan... Voilà, ils connaissent, ils le vivent eux-mêmes. Ils ont vécu, et ils le vivent encore, cette difficulté dans l'emploi, cette précarité pour certains. Donc, ils savent que leur enfant doit avoir un solide bagage, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc, à la fois, ils sont, on pourrait dire, anxieux, parfois même angoissés par rapport au parcours scolaire de leur enfant. Et en plus, ils ont souvent besoin et envie, ce qu'on dit par procuration finalement, que leurs enfants réussissent là où ils n'ont pas toujours réussi. Donc ça, c'est les bonnes conditions, si on peut dire. Ça peut être plus ou moins de pression, mais c'est quand même quelque chose qui est moteur pour l'enfant. Par contre, si effectivement la pression devient trop forte, ou au contraire, si les parents se désinvestissent de la question scolaire, ça devient très compliqué. Quels sont les symptômes physiologiques et sociaux rencontrés par ces élèves décrocheurs ? Alors, il faut différencier les petits, les moyens et les grands. Les petits, c'est toute cette période maternelle, début de primaire. Et il y a une particularité, c'est que la plupart des temps, c'est lié à une angoisse de séparation, c'est lié à la confrontation qui est de tout le milieu scolaire, de toute la vie qui est compliquée pour ces enfants. Et le premier symptôme qu'on retrouve chez ces jeunes enfants, c'est « j'ai mal au ventre ».
et puis tout ce qui va avec. J'ai peur de vomir, enfin toutes ces manifestations anxieuses qui passent par le corps, y compris avec des vertiges ou des choses comme ça. Et donc ce sont des signes qui alertent, maintenant qui sont connus, qui alertent suffisamment les parents, les enseignants, et à partir de là, voilà, il faut qu'il y ait une écoute pour comprendre que ces signes physiques, physiologiques, qui en soi ne sont pas forcément très graves, mais si on ne les écoute pas, ils vont avoir un caractère de gravité. Ensuite, on passe à la période du collège. Et là aussi, il y a des angoisses, mais qui ne sont plus des angoisses de séparation, qui sont plus des angoisses sociales. C'est-à-dire se confronter aux autres, au regard des autres, les complexes qu'on peut avoir quand on a 10, 12, 14 ans, ce qu'on vit aussi, les situations de maltraitance, parce que l'école, c'est pas forcément un lieu très sympathique, pas toujours en tout cas. Et donc, il va y avoir des manifestations d'angoisse, avec tout ce que ça va, quoi. Ça amène la peur, l'insomnie, des réactions dépressives. Et pour certains enfants qui ont tellement peur de rater qu'ils vont travailler en cherchant la perfection, parce que pour eux, l'idée, c'est que on ne peut pas réussir si on a le moindre petit échec. C'est-à-dire, et donc ceux-là vont se mettre une pression. Parfois, les parents mettent la pression, mais très souvent, ce ne sont pas les parents qui mettent la pression, c'est l'enfant qui se met à la pression et qui va s'épuiser comme ça, avec toutes l'évolution que ça génère pour eux, quoi. On a parlé des petits, des moyens et des grands, c'est-à-dire, disons, les 15-18 ans. Et ceux pour lesquels, en ce moment, on parle justement du décrochage. Et ce décrochage, il ne va pas forcément avec des symptômes. Ça peut être simplement un refus de l'école. Et c'est même très souvent de l'ordre de ce refus. Mais il y a aussi d'autres choses. On en parle beaucoup en ce moment. Les adolescents sont en souffrance. Voilà, il y a des dépressions, il y a des tentatives de suicide, il y a des scarifications. Enfin, voilà. D'un côté, c'est bien qu'on en parle parce que ça sensibilise, mais il ne faudrait pas penser que tous les adolescents sont en souffrance. Des adolescents sont en souffrance et ceux qui le sont plus maintenant qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'il y a eu le passage du Covid, etc., et que leur décrochage scolaire est lié à cette souffrance-là, avec tous les signes qu'on peut retrouver, classiques, de dépression, de perte d'élan vital, et d'angoisse, bien sûr. Et puis, il y a les autres qui sont surtout dans une position d'apathie, c'est-à-dire de manque d'envie, de manque d'élan. Il n'y a pas tellement de symptômes physiques, il y a simplement un manque d'élan dans la vie, une espèce de repli, à la fois repli social, mais en même temps refus de l'effort, et avec tout ce que ça va, ça amène. Vous pouvez nous citer des exemples marquants de symptômes que vous avez trouvés chez les enfants ? Alors les premiers, ceux qu'on trouve le plus souvent chez les enfants jeunes, c'est l'angoisse de vomir. Ça ne se posait pas comme ça avant. Avant, c'était j'ai mal au ventre, j'ai peur. Maintenant, c'est l'angoisse de vomir. Et donc, parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire, et puis parce qu'ils sont aussi dans un niveau d'angoisse plus fort. Je pense notamment aux entraînements qui se font contre le terrorisme. Et il y a des enfants qui vivent ça très mal, et qui vivent ça comme dans le réel, quoi. Il va nous arriver quelque chose. Et ces enfants sont vraiment pris par une angoisse, et avec... voilà. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Chez les collégiens, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est une angoisse par rapport à son image et qui va amener à se faire mal, à commencer à se blesser, à se scarifier. Vous avez certainement entendu parler de ça, ça se fait beaucoup maintenant. Et c'est pas simplement une mode, c'est effectivement une façon nouvelle d'exprimer des choses qu'on exprimait autrement avant. Et donc, ça va être toute cette façon de maltraiter son corps. Et puis aussi l'autre aspect qui est, au contraire, un comportement agressif, qui se développe justement dans ces situations, une agressivité défensive de ces enfants. Et puis, chez les plus âgés, 16-18 ans, c'est plutôt ce qu'on dit apathie aboulie, c'est-à-dire, voilà, les choses
se laisse aller jusqu'au maximum, qui est ce qu'on appelle l'ikikomori, c'est-à-dire un repli complet sur soi et dans sa chambre, et un refus du contact social. Alors qu'on l'appelle anxiété généralisée, qu'on l'appelle phobie sociale, etc. Mais là, on est passé à un niveau plus important, qui est justement celui d'un repli et on pourrait dire d'une peur de la vie, d'une peur de grandir, d'une peur de faire son expérience de vie, d'une peur de l'autonomie, autrement dit, d'une peur de devenir adulte, quoi. Et donc vous avez eu tous ces cas dans votre cabinet? Je n'arrête pas d'en avoir. Et c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre et que j'en ai parlé à mon éditeur, c'est que vraiment, il y a une expansion des demandes, et j'en suis arrivé à avoir une dizaine de demandes par jour, auxquelles on ne peut pas répondre, bien sûr, de ces enfants, surtout de ces parents en désarroi par rapport à ces enfants qui sont en souffrance. Comme ça. Et donc vous dites que cette hausse pourrait être due à la crise sanitaire, aux conséquences de la crise sanitaire, le confinement, les masques, etc. Alors, il y a quelque chose qui existait déjà avant. L'accroissement était déjà là avant, et lié à ce que je vous disais, c'est-à-dire cette évolution sociétale, l'évolution éducative, le rapport à l'effort, le rapport à l'autorité, enfin un certain nombre de choses comme ça qui déjà avaient... Les cas de harcèlement, etc. aussi. Et aussi, oui, on n'en a pas parlé, mais on pourrait en reparler un peu plus en détail, effectivement, des situations de maltraitance à tous les niveaux, y compris de maltraitance de la part des professeurs. Bon, voilà, et sans leur jeter la pierre, eux non plus, parce qu'ils sont dans des situations parfois délicates dans leur classe, où ils ont des effectifs lourds, où ils font ce qu'on appelle l'inclusion scolaire, c'est-à-dire qu'ils accueillent des enfants en grande difficulté, mais pour autant, on ne leur réduit pas leurs effectifs, etc. Donc il y a aussi un épuisement du côté des enseignants. On en parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a un certain nombre démissionnent. Mais donc voilà, tous ces éléments-là sont des facteurs qui amènent cette souffrance-là. Et justement, quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire? Alors après... ce qui est paradoxal, et on en parle aussi pour les adultes avec cette notion de grande démission qu'il faut relativiser, bien sûr, c'est que quand on a pu finalement s'installer dans sa chambre au calme et puis simplifier et par le biais du numérique résoudre un certain nombre de questions sans faire l'effort d'aller vers l'autre, mais aussi d'aller à l'école, etc., il faut y retourner. Et combien de ces enfants m'ont dit « Oh, j'ai pas envie, je préfère qu'on continue à la maison ». Donc ça, c'est l'aspect qu'on pourrait dire, bon, allez, il faut que tu y ailles, quoi. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, des enfants ont perdu, ça a été choquant pour un certain nombre d'être en repli comme ça. Et pas seulement de porter le masque, mais aussi d'être à un moment donné confinés, de ne plus voir, notamment pour des jeunes adolescents, ne plus voir leurs amis, etc. Ils ont une espèce de coupure avec une solitude et avec une réaction dépressive par rapport à ça. Et donc, au moment où ils veulent retourner, ils se sentent fragilisés. Et quand ils sont fragilisés, ils vont être à la merci, finalement, d'une remarque, d'un phénomène de rejet, d'une déception, etc. Et ils vont le ressentir d'autant plus fortement. La crise sanitaire a favorisé ça, chez les plus fragiles, mais aussi chez d'autres qui, à un moment donné, arrivent à ce moment... On sait bien, l'adolescence, c'est un moment... alors, pas forcément très fragile, mais c'est un moment où tout est bousculé, où tout est revisité, disons, tout notre psychisme est revisité. Et quand il arrive des situations traumatiques, toute proportion gardée, nos enfants ne sont pas des Ukrainiens, voilà, ils ne vivent pas ce que vivent d'autres partout dans de nombreux pays, finalement, et cette souffrance. Mais quand même, il y a quand même un effet très particulier, et du confinement, et après des conditions de la façon de faire peur aussi. Faire peur aux enfants et leur imposer des choses. Imposer des choses, c'est pas ça qui fait mal. C'est surtout de l'imposer en mettant en avant une peur de la mort. Et puis, il faut savoir aussi qu'un certain nombre de ces enfants ont vécu dans leur entourage des situations dramatiques. Voilà, un grand-père, une grand-mère qui est mort. Tout ce contexte-là a quand même bien fragilisé les enfants et les adolescents. Aussi, on a souvent entendu dire que le port du masque retardait l'apprentissage du langage. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, parce que quand vous êtes dans un échange, et surtout quand on est petit, l'échange, il se joue
en verbal, mais il se joue aussi en infraverbal. Hein. C'est-à-dire toutes les mimiques, toute la compréhension, elle se joue aussi à ce niveau-là. Et en plus, il y a une espèce d'imitation, hein, ce qu'on appelle souvent les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné être en miroir par rapport à la personne qui apprend à parler, par exemple, ou qui prononce quelque chose. Et si on n'a pas cette vision-là, effectivement, ça pose problème, quoi. Et ça, pour les petits, pour les entre 4 et 8 ans, ça a été un vrai problème. Thierry Delcourt, comment déceler un décrochage scolaire ? Alors là encore, il faut différencier le décrochage qui est lié à une angoisse, à une phobie, hein, parce que on va avoir ce repère principal qui est une manifestation, quelle qu'elle soit, d'angoisse. La première, typique, c'est le dimanche soir, impossible de dormir. Hein. Se lever 10 fois, voilà, avec cette peur du lendemain. C'est mal au ventre. Voilà. Et donc ça, ce sont des signes de décrochage. Hein, mais ce sont des signes qu'on pourrait dire liés à une pathologie qui va devoir être soignée pour pouvoir revenir. L'autre aspect des décrochages dont on a parlé chez les adolescents un peu plus âgés, c'est à un moment donné le désintérêt, mais pas simplement l'espèce de nonchalance un peu surjouée des adolescents. Ils ont besoin de montrer cette nonchalance. Voilà, et ça n'empêche qu'ils peuvent aussi travailler un peu et faire le minimum vital, quoi, hein, minimum syndical, comme on dit. Hein. Mais à un moment donné, ils ne font plus. Ils ne font plus et surtout, ils commencent à être absents, c'est-à-dire cet absentéisme qui s'accroît, hein, et qui amène à un décrochage complet à un moment donné, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est trop attentif aux émois des enfants ? Alors, on n'est pas trop attentif parce qu'on ne va pas regretter le passé où, effectivement, il fallait avancer, il fallait se taire et suivre ce qui a été décidé. Pour l'enfant, l'enfant étant plus considéré comme un objet que comme un sujet. Donc c'est plutôt heureux maintenant que les enfants puissent manifester et à la fois leur sensibilité, et notamment les garçons qui avant n'avaient pas le droit de manifester leur sensibilité. Donc manifester sa sensibilité, c'est important. Ça ne veut pas dire que le monde va tourner autour de cette sensibilité. Et c'est pas parce qu'effectivement un enfant, à un moment donné, vit quelque chose d'émouvant, même un peu douloureux pour lui, qu'on va lui épargner toute la vie. Ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'adversité. Il faut aussi le préparer à cette adversité, c'est-à-dire on t'entend, on écoute, on entend tes émotions, on entend tes peurs, mais quand même, tu avances, quoi. Tu avances parce qu'il faut avancer. Et justement, l'impact, ou en tout cas l'arrivée de ces enfants décrocheurs sur le marché du travail, comment est-il perçu et finalement, comment ces élèves décrocheurs arrivent-ils sur le marché du travail ? Alors, on va prendre l'étape intermédiaire, c'est-à-dire celle de pouvoir plus ou moins raccrocher et de quelle façon on va raccrocher. Hein. Pour les jeunes enfants, toute l'espérance, c'est qu'effectivement, ils raccrochent. Et parfois, ce raccrochage, il se fait de façon compliquée. C'est-à-dire, on est obligé de passer par une année ou deux, par exemple, de cours à distance, hein, de déscolarisation, mais tout en travaillant à la maison. Hein. Et puis, pour d'autres, ils vont réussir à revenir assez rapidement à l'école. Pour les plus âgés, ce décrochage, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place par les gouvernements successifs pour justement lutter contre ce décrochage entre 16 et 18 ans, pour éviter qu'il y ait une absence totale de formation et une espèce de vide sidéral qui fait qu'après, ils ne peuvent plus se socialiser et donc aller vers le RSA, enfin des choses comme ça. Et donc, sont mis en place des outils pédagogiques, mais surtout ce qu'on appelle des micro-lycées, des écoles de la deuxième chance, etc. Enfin, c'est tous ces processus qui permettent enfin, finalement, de créer les conditions dans lesquelles un enseignement devrait se faire. C'est-à-dire petit effectif, des profs qui ne sont pas débordés, qui ne sont pas sous pression et qui vont accompagner ces enfants, qui d'ailleurs réussissent bien quand ils sont dans ces écoles de la deuxième chance parce que les moyens sont mis pour ça. On se souvient d'une polémique durant la campagne présidentielle où le candidat nationaliste Éric Zemmour avait dénoncé l'école inclusive. Qu'en avez-vous pensé ? Et est-ce que n'est-il pas difficile, comme vous le disiez au début, de s'adapter pour chaque élève ? Il faut poser le problème autrement. L'inclusion,
à tous les niveaux de la société, c'est quelque chose qu'on ne peut que souhaiter. Mais ça coûte cher. Ça mobilise du financier, ça mobilise de l'humain, ça mobilise de la formation, etc. Donc si on fait de l'inclusion scolaire, et tout le monde pourrait le souhaiter, c'est dans des conditions, comme ça se fait d'ailleurs dans ce qu'on appelle les zones prioritaires, les REP et REP+, c'est-à-dire qu'un prof a 12 élèves dans sa classe. Et il est moins chargé par la pression de l'évaluation et de la performance. Et ces enfants travaillent remarquablement bien. Et les résultats qu'on a avec ce recul montrent que ça se passe bien, y compris en incluant des enfants qui sont parfois en grande difficulté. Donc, ce qui compte, c'est à la fois de réduire les effectifs, de permettre que les enseignants soient réellement formés par rapport à ça, qu'ils aient, ce qui n'est pas le cas en ce moment, qu'ils aient un vrai bagage pour savoir comment s'y prendre avec certains enfants qui sont en grande difficulté. Et puis qu'on leur permette aussi du temps de pause, voilà, tout ce qu'il faut, et le matériel qui va avec. Et quand je dis matériel, c'est à la fois le matériel pédagogique, mais c'est aussi la possibilité d'avoir recours, par exemple, à un enseignant spécialisé, accompagnant, donc tout un dispositif. Et dans ces conditions, l'inclusion, c'est bien. Si par contre on fait de l'inclusion sans amener ça, eh bien on crée de la souffrance pour les enseignants, pour les enfants, et on crée de l'échec. Et on crée du rejet, de la stigmatisation. J'en parlais beaucoup dans ce livre, La fabrique des enfants anormaux. C'est comme ça qu'effectivement, on crée de la discrimination sociale parce qu'on va inclure, sans les inclure réellement, des enfants en difficulté qui vont souffrir et qui vont aussi faire souffrir les autres parce qu'ils vont bloquer des choses. Quand un enfant autiste dans une classe, à un moment donné, comme on dit, pique une crise, ça bouleverse complètement le fonctionnement de la classe. Et il n'est pas question d'avoir une pédagogie à ce moment-là. Donc, si par contre, il y a tous les outils apportés, c'est-à-dire des petits effectifs, une bonne formation, etc., eh ben, on aura la possibilité de traiter ça. Et puis, effectivement, de pouvoir l'isoler momentanément dans une classe encore à plus petit effectif. Ça commence à exister, ces choses-là, mais qui permettent à un moment donné de faire une inclusion de qualité. Et justement, quel est votre rôle de neuropsychiatre dans la fin du décrochage ? Alors, le rôle, il est dans toute la période. C'est-à-dire que je suis pédopsychiatre, ça veut dire que à la fois je fais un diagnostic, à la fois je propose un traitement. Le traitement, c'est rarement un traitement médicamenteux, c'est plutôt, on hésite et on a raison à trop prescrire chez les enfants, surtout que ce n'est pas toujours efficace en plus. Et donc ce traitement, ça va être d'accompagner cet enfant, d'accompagner les parents de façon à ce qu'ils puissent sortir de ce blocage dans lequel il est. Soit blocage côté angoisse, comme on l'a vu, soit blocage côté refus et j'ai pas envie, etc. Est-ce que c'est dur de venir vous voir pour des parents ? Parce que c'est finalement presque un constat d'échec. Eh bien, paradoxalement, de moins en moins. Et parfois même, c'est le contraire, c'est-à-dire que les parents veulent venir nous voir, alors que l'enseignant, par exemple, va plutôt dire allez voir un pédiatre ou des choses comme ça, plutôt qu'un psychiatre, et les parents ont plutôt tendance à venir nous voir. Alors, c'est bien sûr... ils vivent déjà une situation d'échec, donc ils ont besoin d'un recours. Et quand on a un appel, en général, c'est un appel d'un grand désarroi. Quand un enfant, leur enfant, surtout quand c'est le premier enfant, est en souffrance comme ça, voilà, on ne pose même pas la question. On va faire appel. Et souvent, ça permet assez rapidement. Il ne faut pas croire que ces enfants vont être pris en charge pendant 1 ou 2 ans. On peut faire un bon accompagnement en 3 mois et que l'enfant reprenne pied dans sa vie scolaire et qu'il puisse justement rétablir une capacité d'échange avec ses parents, mais aussi avec l'enseignant, qu'on comprenne un peu cet enfant-là, quoi. Un enfant HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel qui ne veut plus aller à l'école. Comment répondre à ses attentes ? Alors on pourrait dire par boutade, il a raison, parce qu'il s'ennuie mortellement. Parce que vous en avez rencontré, vous le dites. Ah ben oui, bien sûr. C'est fréquent ? C'est fréquent, oui, c'est fréquent.
Alors, c'est fréquent que les parents étiquettent leur enfant HPI. C'est pas sûr qu'il le soit. Ça veut dire qu'il y a un potentiel assez élevé, mais ça a toujours existé, ça. C'est un potentiel assez élevé et qui va, à un moment donné, créer un décalage, une différence par rapport aux autres, et donc un ennui. Combien d'enfants, voilà, ils sont en CP, ils savent déjà lire, ils savent déjà tout faire. On pourrait même leur faire passer 2 classes. Le problème de faire sauter ces classes, c'est qu'en même temps, ils n'ont pas la maturité d'enfants plus âgés, et donc ils vont être en souffrance. Donc et là encore, il faudrait que dans l'enseignement, il puisse y avoir une adaptation, c'est-à-dire une souplesse. Tout comme on crée ce qu'on appelle des unités, ce qu'on appelle ULIS, qui permettent pour des enfants en difficulté comme ça de les accompagner sur le plan pédagogique pour qu'ils progressent un peu mieux. Et il faudrait qu'il y ait aussi ces classes ou ces temps de classe pour des enfants HPI qui leur permettraient justement de suivre autre chose et par exemple de travailler sur un projet qui est hors pédagogie classique mais qui pourrait être intéressant sur la méthode. Par exemple, on a une excellente méthode qui s'appelle la méthode Freinet et qui justement permet de travailler sur des projets. C'est des méthodes qui sont utilisées justement par ces écoles destinées aux enfants HPI, mais c'est quand même dommage d'aller cloisonner des enfants parce que simplement ils ont une différence intellectuelle. Surtout que souvent, il n'y a pas forcément une harmonie entre un intellectuel développé et puis la capacité émotive, la capacité d'affronter les choses. Justement, dans « Je ne veux plus aller à l'école », la solution que vous citez régulièrement, c'est le CNED. Pourquoi ? C'est malheureusement la solution qui permet de ne pas décrocher complètement, parce que c'est une scolarisation à distance. Et donc, ça ne marche pas pour tous les enfants. Quand un enfant refuse d'aller à l'école parce qu'il n'a plus envie de travailler, vous aurez beau lui amener tout le programme du CNED, il ne fera rien. Par contre, quand un enfant est en souffrance, mais qui ne veut pas décrocher, qu'en plus il est angoissé de décrocher comme ça, cet apport du CNED, c'est extrêmement précieux, parce que ça va lui permettre, par exemple, de terminer une année. Il commence, par exemple, en octobre, il commence à avoir des angoisses, une impossibilité à aller à l'école. On fait une demande du CNED, il peut terminer son année, et en même temps, ça permet de suivre un traitement pendant cette période, et l'année suivante, de revenir dans le milieu scolaire. Donc ça, c'est un dispositif qui est extrêmement précieux et qui, en même temps, j'en parle dans le livre, est extrêmement sollicité en ce moment, puisque, effectivement, avec ces décrochages, les gens demandent, au point que c'est complètement saturé. Mais il n'y a pas que le CNED. Il y a aussi maintenant des dispositifs, là encore, qui sont des dispositifs intelligents, ce qu'on appelle l'APAD, par exemple, qui est un accompagnement de l'enfant, mais qui se fait par le biais de son milieu scolaire, qui fait qu'un prof va être désigné comme prof référent et va accompagner l'enfant le temps qu'il est dans cette période de souffrance. Le seul problème, c'est de mettre les moyens pour que ça puisse se faire. Or, en ce moment, ce qu'on appelle l'APAD ne fonctionne pas bien parce que les enseignants ne sont pas disponibles ou ils ne sont pas rémunérés pour ça. Donc, voilà, ils ne travaillent pas non plus de façon bénévole. Donc, tout ça, il y a des tas de dispositifs possibles, y compris, j'en parlais tout à l'heure, l'école de la deuxième chance ou le micro-lycée, enfin tous ces dispositifs qui vont favoriser justement ce retour progressif. Mais le CNED, d'ailleurs, ce n'est pas réservé qu'aux enfants qui sont en des situations de blocage ou de refus ou d'angoisse scolaire. C'est aussi pour des enfants qui sont hospitalisés, c'est aussi pour des enfants qui sont à l'étranger, par exemple, ou des choses comme ça. C'est un dispositif qui est vraiment très intéressant. Le gouvernement a durci les règles de l'instruction en famille, de l'école à la maison et de l'agrément des écoles hors contrat. Pourquoi ? Alors, il faut distinguer ce qu'on appelle maintenant l'instruction en famille. Et là, il y a des dérives. La première, celle qui a vraiment motivé l'État, le gouvernement à prendre des mesures de contrôle, c'est les dérives communautaristes. Voilà, et qui fait qu'à un moment donné, puisque l'école n'enseigne pas ce qu'il faut à mon enfant selon ma communauté religieuse, et je le retire et je lui apporte
l'enseignement à ma façon. Voilà. Et ça, dans différentes religions, ça peut se faire. Donc, c'est une façon de lutter contre ça. Hein, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que des parents, parce qu'ils n'ont pas eu un bon contact avec l'école par le passé, parce qu'ils veulent aussi garder leur enfant avec eux, notamment les jeunes enfants, ou parce qu'ils ont eu des démêlés avec des professeurs, vont prendre la décision de retirer leur enfant et de dire « je peux tout pour mon enfant hein. Je peux lui assurer une instruction en famille ». Et là, on est obligé de contrôler, parce que quand il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a le CNED, il y a tout un dispositif et un suivi qui est l'équivalent d'une scolarisation classique. Par contre, quand les parents décident d'organiser l'instruction de leur enfant, il faut que ça rentre dans ce qu'on appelle le socle commun de compétences, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et même s'ils utilisent une méthode Montessori ou autre, s'ils s'inspirent de quelque chose, et il y a la possibilité de le faire, et il y en a qui le font très bien, mais quand même, c'est important de contrôler ça et de le contrôler de près, hein, parce que ça peut effectivement poser problème. Quel regard portez-vous sur la méthode Montessori ? Alors, c'est une des méthodes, c'est une méthode qui est très intéressante pour les très jeunes enfants. Hein. La maternelle, le début du primaire, parce que effectivement, ça va solliciter d'une façon différente, éveiller l'esprit des enfants. Après, ça a ses limites, parce qu'il y a justement ce socle commun de compétences, tout un apprentissage à faire, et puis surtout, ça ne va pas vraiment vers l'autonomie. À la différence de la méthode Freinet, qui, elle, est une méthode qui engageait vraiment l'enfant dans une capacité d'autonomie, de penser les choses, d'avoir un projet de vie, d'avoir un projet pédagogique dans lequel il s'incarne. On parle beaucoup du harcèlement à l'école. Comment le prévenir ? Alors déjà, avant de parler de le prévenir, il faut parler de son importance. Hein. Sachant que c'est pas nouveau, le harcèlement. Ça existait, avant on ne le nommait pas. Ça ne veut pas dire que ça ne faisait pas des dégâts, et des gros dégâts, hein, d'enfants qui ont vécu des souffrances. Et une fois, je vois des adultes, par exemple, qui se souviennent encore, parce que ça agit comme un blocage chez eux, de ce qu'ils ont vécu dans une situation scolaire. Donc ce harcèlement, on commence à être sensibilisé. Les collèges, notamment, commencent à faire des choses un peu mieux qu'avant par rapport à ça. Et en même temps, c'est une cause, hein, on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une cause majeure par rapport au décrochage scolaire. C'est-à-dire une souffrance, le regard des autres, une maltraitance, et à partir de là, voilà, l'enfant se décroche et fuit l'école. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, ce harcèlement, je pense qu'on ne peut pas le prévenir totalement. On peut veiller à ça, c'est-à-dire qu'il y a des règles. La première, c'est la prévention, et dès le début d'une année scolaire, c'est la prévention. La deuxième, c'est ne pas banaliser des signes de harcèlement ou de souffrance, ça c'est important. Hein. Et puis ensuite, quand un enfant commence à se plaindre de quelque chose, il faut qu'on puisse prendre vraiment ça en compte et pas banaliser en disant comme trop souvent on le dit, c'est des histoires d'enfants, ils s'arrangent, et puis de toute façon c'est l'un ou l'autre. Donc la prévention, c'est vraiment à la fois une prévention primaire, comme on dit, c'est-à-dire d'anticiper ce harcèlement par une information, une qualité d'information, et une prévention secondaire qui veut dire que à chaque fois qu'on perçoit des signes comme ça, on met en place ce qu'il faut pour lutter contre ce harcèlement. Quel regard portez-vous sur les nouvelles aspirations des enfants et les ados actuels, notamment la volonté de devenir influenceur, de changer de sexe ? Est-ce que ce sont des effets de mode ? Alors, influenceur, on peut ramener ça à avant, les enfants voulaient être pilotes d'avion, pompiers, etc. Bon, chacun, on va vers le métier qui a un côté héroïque et à la mode, effectivement. Et là, on arrive à quelque chose qui bouge un petit peu. C'est-à-dire que, comme était construite l'éducation avant, il y avait une espèce de
de monter en puissance et les exigences aussi et l'autorité parentale faisaient qu'on avait une espèce d'idéal comme ça. Hein. Et cet idéal, il était aussi du côté de l'effort ou du côté de sauver, comme le pompier, comme maintenant, effectivement, il y a un tel impact sur les enfants des médias, et notamment des médias par le biais de leurs applications, de leurs multiples applications sur écran, qu'effectivement, ce matraquage va les amener à vouloir être le héros d'un jour, c'est-à-dire ceux qui correspondent à ce qui les séduit, ce qu'on dit le quart d'heure de célébrité, hein, voilà. Et l'influenceur, c'est celui qui, à la fois, a la vie rêvée, quoi. Hein, les ch'tis ou les Marseillais à Las Vegas ou des choses comme ça, c'est très séduisant, hein, avec des hommes bien musclés, pas toujours la tête, mais et puis des bimbos, quoi, hein, voilà. Donc tout ça, c'est très séduisant pour les enfants. Donc être influenceur, ça serait finalement à la fois pouvoir aménager sa passion des écrans et en même temps ne pas avoir à travailler. On n'a pas besoin de travailler à l'école. Et c'est ce qu'ils disent. À quoi ça me sert? Combien de fois j'entends à quoi ça me sert d'aller à l'école? Je ne m'en servirai jamais, ça. Hein, puisque moi, je veux être ceci ou cela, et notamment influenceur, que j'entends beaucoup, effectivement, ou footballeur. On l'entend énormément aussi, hein, footballeur. Pourquoi retenir aussi à l'école des enfants qui ne veulent pas travailler à partir de 16 ans? On pourrait discuter ça, mais c'est pas simple. Le poser comme ça serait dire, mais on va les laisser faire comme ils veulent. Sauf qu'ils sont pas autonomes, ils sont dépendants des parents, et s'ils n'ont pas un projet de vie, eh ben ils vont au casse-pipe. Hein, c'est pas possible ça. Donc, et ça, je crois que c'est le biais. Pourquoi on dérangerait les enfants? Alors à ce moment-là, on peut poser effectivement la question, pourquoi même apprendre à lire, hein? Poussons à l'extrême, pourquoi apprendre à lire? Non, mais je disais, ne vaut-il pas mieux les orienter peut-être vers des métiers peut-être plus manuels? Ah oui, mais justement, entre 16 et 18 ans, c'est ce qu'on appelle l'obligation de formation. Et cette obligation de formation, elle peut passer par le milieu scolaire, mais elle peut passer aussi, par exemple, ce qu'on appelle la mission locale, des formations en alternance, des choses comme ça. On est dans un pays où il existe des tas de dispositifs qui permettent justement de passer progressivement de l'école classique et même au collège. Voilà, rapidement, on peut rentrer dans un enseignement pro. Et puis rapidement, on peut aussi aller vers des formations en alternance, etc. Donc c'est ça qui est proposé, c'est ça qui est bien. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une obligation à ce niveau-là qui permette à un moment donné que ces jeunes qui, sur le moment, ne voyant que le présent, se disent j'en ai rien à faire et j'ai pas envie de travailler, et qui vont payer ça très cher ensuite parce qu'ils n'auront pas de formation et parce qu'ils n'auront pas justement la vie qu'ils pourraient espérer en ayant un minimum de salaire. On vit pas avec le RSA comme on vit avec un salaire, même si c'est un salaire un peu limité. Dernière question, quel message voulez-vous adresser donc aux enfants? Alors aux enfants et aux parents, je dirais. La première, c'est que toutes les facilités de l'immédiat se payent dans l'avenir. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on peut rester pendant 7 à 9 heures sur un écran par jour, parce que c'est la moyenne qui est en ce moment évaluée, eh bien, on le paye très cher ensuite. Hein, et que si, à un moment donné, tout ça induit cette réaction qui est « j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller à l'école », et si, à un moment donné, les parents se laisse aller dans ce processus-là, eh bien, on court à l'échec. L'enfant, déjà, court à l'échec. Merci beaucoup Thierry Delcourt. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et vous êtes l'auteur de plusieurs livres aux éditions Max Milo. Le premier est intitulé « Je suis ado et j'appelle mon psy » en 2016, « La folie de l'artiste » en 2018, « La fabrique des enfants anormaux » en 2021 et enfin « Je ne veux plus aller à l'école » qui sortira le 14 février 2023. Merci beaucoup.